L'air du salon de mes parents était épais, lourd, chargé d'une attente que je n'arrivais pas à cerner. J'étais assise au bord du canapé fleuri, les genoux serrés, les yeux balayant le cercle de visages familiers. Mon frère Silas s'était affalé, les bras croisés. Tante Katrina serrait sa tasse de thé comme un bouclier, et ma cousine Janelle jouait avec son téléphone, attendant que le spectacle commence. Au centre, ma mère Lorraine se tenait droite, les mains jointes comme si elle présidait une réunion de conseil. Elle s'éclaircit la gorge, le signal que tout le monde devait écouter. « Tu fais partie de la famille maintenant, » dit-elle, la voix tranchante et décidée. « Contribue à ta part, pour le moment. » J'ai cru mal entendre. Puis mon père, Marlin, intervint, hochant gravement la tête. « La moitié de ton salaire, c'est comme ça que nous avons toujours fait. Celui qui gagne le plus contribue au fonds familial. » Je clignai des yeux, tentant de garder un visage neutre. La moitié de mon salaire. Je passais des nuits entières à analyser des tableaux Excel, survivant grâce à la caféine et au délai. Et maintenant, ils voulaient que je leur remette la moitié de ma paie comme s'il s'agissait d'une dîme. Le regard de Lorraine se fixa sur moi. C'est la tradition, chérie. On prend soin les uns des autres. Mon estomac se noua. Tradition. Je me souvenais avoir eu 22 ans, payer les frais de scolarité de Silas lorsque ses bourses n'avaient pas suffi, couvrir les factures médicales de tante Katrina, régler l'épicerie plus de fois que je ne pouvais compter. Mais là, c'était différent. Ce n'était pas de l'aide. C'était une exigence. Silas se tortilla, mal à l'aise, mais ne dit rien. Janelle ricana. La mâchoire de mon père resta ferme, et ma mère, toujours chef d'orchestre, attendait que j'obéisse. Je me renfonçai dans le canapé, laissant un sourire lent s'étendre sur mon visage. Alors, vous ne verrez pas d'inconvénient si je... Mes mots restèrent suspendus dans l'air, et pour la première fois, leur certitude arrogante vacilla. Je m'accrochai à cette fissure, sachant déjà qu'elle me porterait dans la tempête qui allait suivre. Leur demande résonnait encore dans mes oreilles bien après avoir quitté le salon. La moitié de mon salaire, dit comme si c'était aussi naturel que de passer le sel à table. Je rentrai chez moi la mâchoire serrée, et quelque part entre les feux rouges et le silence de mon appartement, les souvenirs remontèrent. J'avais 20 ans lorsque j'avais endossé ce rôle que personne n'avait nommé, mais dont tout le monde dépendait. Je jonglais entre les cours et un petit boulot à la bibliothèque du campus, puis des postes à temps plein en saisie de données pour payer mes frais de scolarité. Quand la bourse de Silas avait été insuffisante, j'avais signé le chèque sans hésitation. « Tu es la fiable », avaient dit mes parents avec fierté, leur voix chaleureuse, comme s'ils m'avaient remis un prix. Plus tard, quand l'assurance santé de tante Katrina avait refusé un traitement crucial, c'est mon épargne qui avait comblé le manque. Elle m'avait appelé son ange, mais j'avais remarqué à quelle vitesse la gratitude s'était transformée en attente. La fois suivante, elle n'avait pas demandé si je pouvais aider. Elle avait demandé combien je pouvais donner. Même Janelle en avait profité. Quand sa voiture était tombée en panne à la fac, j'avais co-signé le prêt pour la remplacer. Elle avait promis de rembourser. Mais en 6 mois, le poids était retombé sur mes épaules. Chaque fois que j'intervenais, je me disais que ce n'était que temporaire, qu'un jour l'équilibre reviendrait. Mais il n'est jamais revenu. Plus je donnais, plus il me façonnait en « la fiable », le pilier, le portefeuille. J'avais confondu leurs éloges avec de l'amour, alors que ce n'était qu'un conditionnement. Ils voulaient que je sois stable pour pouvoir rester instable. Assise à mon bureau maintenant, face à la lueur d'un énième tableau Excel, la vérité me frappa plus fort que n'importe quelle exigence lors de cette réunion familiale. Ils avaient construit ce moment pendant des années, brique après brique, jusqu'à ce que demander la moitié de mon salaire paraisse la conclusion logique. Et pour la première fois, je vis jusqu'où ils étaient prêts à aller. Quand je retournai chez mes parents la semaine suivante, les mêmes visages étaient rassemblés comme si rien n'avait été réglé. Lorraine trônait dans son fauteuil, les doigts entrelacés comme si elle dirigeait un rituel sacré. Marlin s'éclaircit la gorge, sa voix grave emplissant la pièce. Chacun donne selon ses moyens. C'est comme ça que cette famille a toujours fonctionné. Les mots tombèrent lourdement, mais je remarquai que personne d'autre ne paraissait particulièrement accablé. Silas se tortilla encore, fuyant mon regard. Je ne gagne pas assez, marmonna-t-il, une réplique apprise que j'avais entendue trop souvent. Tante Katrina, dont j'avais payé les factures, baissa les yeux vers le tapis, comme si le motif l'absorbait soudain. Elle ne parla pas, mais le silence était une réponse en soi. Puis Janelle se pencha, son sourire tranchant et désinvolte. Allez, Ara gagne assez pour nous tous. Le rire qui suivit n'était pas fort, mais il était cruel.
Il me dit qu'ils avaient déjà décidé que j'étais la solution, pas un membre avec un problème. Je croisai les bras, forçant ma voix à rester ferme. Alors vous contribuez tous à moitié aussi, n'est-ce pas? Le silence qui suivit était plus glacial que l'air d'hiver. Silas se gratta la nuque. Katrina toussota. Marlin se raidit, la mâchoire serrée. Lorraine ne broncha pas, ses yeux plantés dans les miens, comme si elle me défiait de continuer. Voilà ma réponse. Ils n'étaient pas unis dans le sacrifice. Ils étaient unis dans l'attente, mon sacrifice, leur bénéfice. Le fond familial n'était pas une tradition. C'était un filet soigneusement tissé pour m'attraper, moi et personne d'autre. Je laissai le silence durer, mon sourire à peine contenu. Leur unité n'était qu'un masque, et je venais d'en tirer la couture. Mais si j'avais fait un trou, je savais que je devrais être prête à ce qui en sortirait. Je me penchai en avant, les coudes sur les genoux, et laissai les mots glisser comme s'ils étaient anodins. Si la moitié de mon salaire appartient à la famille, alors peut-être que je devrais simplement quitter mon travail. Pas de salaire, pas de problème. La réaction fut instantanée. Un choc parcourut la pièce comme une rafale glacée. La tasse de tante Katrina tinta dans sa soucoupe. Janelle cligna des yeux, son sourire vacillant. Même la posture solide de Marlin se fissura, ses épaules s'affaissant comme si les fondations avaient été ébranlées. Mais ce fut Lorraine qui craqua la première. Sa voix trancha le silence. « Tu n'oserais pas ?» Je soutins son regard. « Je n'oserais pas ? Si l'argent n'est pas à moi, pourquoi m'épuiser pour le confort des autres ?» Ses lèvres se pincèrent, mais je n'attendis pas sa réponse. Je me levai, lissai mon manteau et me dirigeai vers la porte. Mes talons claquaient sur le parquet, chaque pas plus fort que le précédent. Personne ne m'arrêta, mais je sentis leur regard brûler dans mon dos. L'air nocturne me frappa lorsque je descendis sur le perron, frais et coupant contre mes joues brûlantes. Pendant un instant, je crus m'être échappé seul, jusqu'à ce que des pas résonnent derrière moi. « Lara !» appela doucement Silas. Je me retournai et le vis dans l'embrasure de la porte, les mains profondément enfoncées dans ses poches. Il paraissait plus petit que dans mes souvenirs, comme si le petit frère confiant en qui j'avais cru s'était ratatiné sous des années d'excuses. « Je suis désolé, dit-il d'une voix hésitante. Je ne voulais pas que ça aille si loin. Maman, papa, il... Quoi, le couper-je? Décider que mon travail acharné était leur héritage? Il grimaça, mais ne répliqua pas. Son excuse resta suspendue entre nous, fragile, incertaine. Pour la première fois, je me demandais si l'un d'eux allait enfin voir la machine telle qu'elle était, un système bâti sur mon dos, qui ne tournait que parce que je le permettais. Je ne répondis pas. À la place, je descendis les marches et disparus dans la nuit, le laissant planté dans l'embrasure avec des mots qu'il ne pouvait plus retirer. En m'éloignant au volant, la lumière de la maison se rétrécissant dans mon rétroviseur, mon téléphone s'illumina avec le premier d'une longue série de messages. Dès le lendemain matin, mon téléphone était devenu une arme tournée contre moi. Le premier SMS arriva avant l'aube. Nous t'avons élevé. Le minimum que tu puisses faire, c'est de rendre. Je mis l'écran en sourdine et tentai de me concentrer sur mon café, mais une autre vibration suivit. Puis une autre. À midi, j'avais 12 appels manqués et une série de messages vocaux, chacun plus désespéré que le précédent. La voix de Lorraine dominait, tranchante et autoritaire. Ne déshonore pas cette famille. Tu le regretteras si tu continues à agir de façon égoïste. Le ton de mon père était plus posé, mais coupant tout autant. Et n'oublie pas, nous pouvons te couper les vivres si tu pars. Même Janelle ajouta un texto moqueur. J'espère que ce gros salaire te tiendra chaud quand tu n'auras plus de famille. Je commençai à tout sauvegarder, capture d'écran des textos, enregistrement des messages vocaux, même les mails aux menaces à peine voilées. Je les étiquetais, les archivais, les rangeais dans un dossier sur mon ordinateur. Une part de moi détestait cette froide efficacité, mais une autre savait que c'était mon seul bouclier. Au travail, j'essayais de m'enfouir dans les rapports de données, mais Cassian remarqua la tension dans mes épaules. Il resta près de mon bureau après notre réunion, la voix basse. « Tu as une sale mine. Qu'est-ce qui se passe ?» J'hésitais à balayer la question, mais quelque chose dans son regard soutenu me dit qu'il n'accepterait pas une demi-réponse. Alors je lui racontai, pas chaque détail, mais assez pour qu'il comprenne pourquoi mon téléphone bourdonnait comme une ruche impossible à fuir. Sa mâchoire se contracta. Ce n'est pas une famille, ça. C'est de la prédation. Tu dois te protéger. Verrouille tes comptes. Vérifie ton crédit. Assure-toi que personne n'a ajouté son nom au tien.
La pensée me glaça. J'avais tellement focalisé sur les coûts émotionnels que je n'avais pas envisagé les coûts pratiques. Compte bancaire, titre de propriété, tous ces fils invisibles qui reliaient mon travail à leur emprise. Ce soir-là, au lieu de rentrer chez moi, je me rendis à la banque. Je changeai mes identifiants, ajoutai des alertes de sécurité, et demandai à signaler toute activité inhabituelle. En repartant, l'air d'automne me parut plus vif, plus clair, comme si j'avais repris un petit morceau de contrôle. Mais les messages ne s'arrêtèrent pas. Au contraire, ils devinrent plus mordants, plus frénétiques, plus coordonnés, comme une meute encerclant sa proie. Et tard dans la nuit, quand enfin le bourdonnement s'éteignit, je compris que le silence n'était pas un soulagement. C'était l'avertissement avant la prochaine attaque. L'appel survint en plein déjeuner. J'hésitais à ignorer le numéro inconnu, mais mon instinct me poussa à décrocher. Mademoiselle Wickham, ici Sandra de la First Asheville Bank. Nous avons repéré une tentative inhabituelle de retrait de 4 500 $ sur votre compte. Avez-vous autorisé cette transaction? Ma fourchette resta suspendue à mi-chemin. Non, absolument pas. Sandra marqua une pause, puis poursuivit prudemment. Il semble que quelqu'un ait tenté de lier le dépôt de votre salaire à un compte secondaire. La demande a été refusée, mais elle a été effectuée avec votre numéro de sécurité sociale. Ces mots me glacèrent comme de l'eau froide dans le dos. Seule une poignée de personnes avait vu mon numéro, et mon père en faisait partie. Quand je raccrochai, mon pouls battait à toute allure. J'ouvris mon application bancaire, défilai les détails jusqu'à voir le nom du compte lié à la tentative échouée, Witham Family Fund. Mes mains tremblaient tellement que je faillis laisser tomber mon téléphone. Il n'avait même pas pris la peine de le cacher. Ce soir-là, je m'assis à ma table de cuisine, entouré de papiers, relevés bancaires, formulaires fiscaux, fiches de paie, chaque document prouvant que ma vie m'appartenait. La colère montait en moi, brûlante et aveuglante. Mais dessous se cachait quelque chose de plus froid, de plus net. Ce n'était plus seulement de la manipulation. C'était de la fraude. Je déposai une alerte de fraude auprès de la banque, verrouillai mon crédit et exigeai toutes les protections disponibles. Puis je composai le numéro de Cassian et lui demandai de me recommander un avocat. Le lendemain matin, j'étais assise face à une femme au regard acéré et au ton plus acéré encore. « Ce qu'ils ont fait est criminel », dit-elle sèchement après avoir parcouru mes notes. Tenter de détourner ton salaire sans autorisation, c'est du vol d'identité. Et si tu as la preuve que c'était ton père, c'est encore plus solide. Je hochai la tête, la gorge serrée. Preuve. Le mot heurta fort, car preuve signifiait plus d'illusion, plus de prétexte de simple pression familiale. Cela signifiait que je devais décider si je traitais ma famille comme des proches ou comme des criminels. Et en quittant son bureau, serrant contre moi un dossier rempli de formulaires et de termes juridiques, je savais que le choix était déjà fait. Je roulai jusqu'à la maison de mes parents, le dossier posé sur le siège passager, mes doigts crispés sur le volant. Chaque kilomètre pesait plus lourd. Mais je savais que si je ne les affrontais pas maintenant, je porterais le poids du silence pour toujours. Ils étaient tous là encore, réunis comme auparavant, comme si ces rencontres étaient devenues une sinistre tradition. Lorraine trônait à sa place habituelle, digne et inflexible, tandis que Marlin s'adossait comme un homme persuadé d'avoir déjà gagné. Je posai les papiers sur la table basse. La banque m'a appelé. Quelqu'un a tenté de détourner mon salaire. Ils ont utilisé mon numéro de sécu. Le compte s'appelait Witham Family Fund. Vous avez une explication? Lorraine ne broncha pas. Elle jeta un coup d'œil au document, puis me regarda avec un sourire froid. Nous sommes une famille, Ara. Ce n'est pas du vol si c'est à nous. La pièce vacilla un instant. J'attendis que quelqu'un, n'importe qui, la contredise, mais le silence s'épaissit. Silas baissa la tête, la honte peinte sur son visage. Janelle lâcha un rire nerveux, faisant tourner son téléphone comme si ce n'était qu'une mauvaise blague. Je l'ai scruté un à un. Vous avez déjà pris mon aide, mon argent, mon temps. Et j'ai continué à donner, croyant que c'était de l'amour, croyant que c'était mon devoir. Mais ça, c'est de la fraude. Et je ne jouerai plus le jeu. Marlin bougea, sa voix basse et lourde. Tu rends les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Je refermai brutalement le dossier. Non, vous avez compliqué les choses le jour où vous avez décidé que j'étais la pourvoyeuse au lieu d'être la fille. Ce rôle est terminé. Je ne vous dois ni la moitié de mon salaire ni aucune part de ma vie. L'illusion se fissura à cet instant, le masque soigneusement porté pendant des années glissant de leur visage. Le sourire de Lorraine se crispa, fragile comme du verre.
Je me levai et me dirigeai vers la porte, et pas une seule personne ne bougea pour m'arrêter. Dehors, l'air froid me parut plus tranchant encore, et je sus qu'il ne serait qu'une question de temps avant qu'il ne riposte autrement. 3 jours passèrent dans un calme inquiétant avant que l'enveloppe n'arrive. Glissé sous la porte de mon appartement un papier épais à l'intérieur, mon nom tapé bien net sur le devant. Un instant, je crus à un rameau d'olivier, une tentative maladroite d'excuse. Puis je l'ouvris. À l'intérieur se trouvaient des documents légaux m'exigeant de céder 40% de mes revenus mensuels au Witham Family Fund. Mes yeux parcoururent les lignes, incrédules. Il y avait même une signature au bas de la page, la mienne, censée donner mon accord, mais je connaissais mon écriture, et ce n'était pas elle. Les boucles étaient trop larges, les traits trop lourds. Puis je le vis, la même arabesque qu'utilisait tante Katrina chaque fois qu'elle signait une carte d'anniversaire. Elle n'avait même pas pris la peine de la dissimuler. Je ris, mais ce n'était pas de l'humour. C'était une incrédulité assez tranchante pour couper. Ils avaient contrefait mon consentement, l'avaient emballé dans du jargon juridique et me l'avaient jeté au visage comme si j'étais trop naïve pour le remettre en question. Je scannai les documents, les joignis à un email et transmis le tout à mon avocate. Sa réponse arriva dans l'heure. Ce n'est pas seulement faux, c'est criminel. Amenez-les, et nous prendrons la suite. Alors je le fis. Assise dans son bureau, je posai les pages sur son bureau, et elle secoua la tête avec un sourire grave. Ils vous ont remis leur culpabilité par écrit. C'est un cas d'école de faux et usage de faux. Et s'ils ont utilisé vos informations personnelles pour le rédiger, usurpation d'identité. Le soir même, je me retrouvai au commissariat, déposant une plainte que je n'aurais jamais cru devoir déposer contre mon propre sang. Le stylo de l'officier crissait sur le formulaire tandis que ma voix demeurait ferme, relatant chaque détail. Quand je ressortis dans l'air nocturne, le poids dans ma poitrine était différent. Ni plus léger, ni plus lourd, mais plus acéré. Un poids qui rendait impossible toute prétention. Et en marchant vers ma voiture, je sus que le silence de la famille ne durerait pas longtemps. Il ne fallut pas longtemps pour que la nouvelle se répande. À la fin de la semaine, Lorraine et Marlin avaient été interrogés par la police. La forteresse familiale, bâtie sur la peur et le contrôle, montrait désormais des fissures visibles de tous. La prochaine fois que je les vis, l'atmosphère avait changé. La confiance avait disparu, remplacée par la panique. Janelle, qui autrefois se moquait de moi, tourna maintenant sa langue acérée contre tante Katrina. Je n'ai jamais signé pour ça, lança-t-elle en brandissant une copie des faux papiers. Tu te rends compte de ce dans quoi tu nous as embarqués, Katrina ? Katrina rougit, bafouillant des excuses. Lorraine tenta de la faire taire, mais le mal était fait. L'unité dont il se vantait s'effilochait sous mes yeux. Silas s'était assis à l'écart, son éternel rictus absent. Quand je sortis prendre l'air, il me suivit, la voix basse. Je leur avais dit que ça irait trop loin. Je leur avais dit que tu ne te laisserais pas faire. Ses yeux étaient fatigués, son ton dépouillé de toute bravade. Un instant, j'aperçus le frère en qui j'avais cru autrefois, celui que je pensais voir se tenir à mes côtés. Mais la vérité était plus dure, il ne les avait pas arrêtés. Pas avant que les conséquences ne frappent à la porte. Les voyant tous se déchirer, la colère de Janelle, la honte de Katrina, le déni de Lorraine, le silence de Marlin, je compris que leur soi-disant unité n'avait jamais été fondée sur l'amour. Elle n'avait toujours reposé que sur le contrôle, et une fois ce contrôle échappé à leurs mains, il ne restait rien pour les lier. L'effondrement fut bruyant et désordonné, mais c'était aussi un avertissement. S'ils pouvaient se retourner les uns contre les autres, je savais qu'ils retourneraient bientôt toute cette fureur contre moi. Les audiences avancèrent plus vite que je ne l'aurais cru. En quelques semaines, Marlin et Katrina furent condamnés à des amendes pour faux et fraude. L'orgueil de Lorraine, sa réputation de matriarche digne dans les cercles serrés d'Asheville, s'effondra dès que les voisins apprirent la vérité. La femme qui autrefois tenait chaque pièce sous son emprise évitait désormais même l'épicerie, son nom murmuré à voix basse. Je ne célébrais pas leur chute. Je n'en avais pas besoin. La justice, à sa manière silencieuse, parlait plus fort que je ne l'aurais jamais pu. Je me concentrais plutôt sur la construction de quelque chose qui m'appartenait. Je signai le bail d'un petit condo près du River Art District, la lumière du soleil inondant de larges fenêtres donnant sur des fresques et des cafés. Ce n'était pas grand, mais c'était à moi, payé par mon travail, mes choix, ma liberté. Cassian m'aida à déménager, empilant les cartons avec sa patience tranquille, glissant quelques blagues quand le silence devenait trop lourd. Mes amis du travail remplirent le frigo et laissèrent des mots sur le comptoir. Même Silas se présenta un week-end, restant maladroitement dans l'embrasure de la porte avant de demander si j'avais besoin d'étagères montées.
Ce n'était pas du pardon. Pas encore. Mais c'était un début. Les nuits étaient désormais calmes. Je cuisinais pour moi, allumais des bougies sur le rebord de la fenêtre, et j'appris que le silence pouvait ressembler à la paix plutôt qu'à une punition. Je repensais souvent aux réunions de famille, aux exigences, à leur façon d'avoir essayé de transformer l'amour en contrat. Puis je pensais aux gens qui restaient à mes côtés sans demander un centime, qui respectaient mes « non » et célébraient mes « oui ». Le sang peut lier, réalisais-je. Mais il ne définit pas. Le respect, oui. Les limites, oui. Au final, la famille est-ce ceux qui partagent votre nom, ou ceux qui honorent votre valeur ?